Salut tout le monde! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ici, on vous emmène dans un endroit qu'on nous-mêmes, nous ne pensions même pas aller. Non, c'était pas prévu d'aller là-bas, mais grâce à ma chercheuse du web et sur bouquin, elle nous a dégoté un petit endroit magnifique et peu connu du tourisme. C'est ça, on vous emmène aux frontières de l'Afghanistan et pas que. On continue aussi de parcourir les routes de la soie et des endroits clés de cette route. Bon visionnage, on vous amène avec nous. Dans cette région, forte de traditions ancestrales, l'UNESCO a financé un musée pour promouvoir l'artisanat et la culture de la région de Boysun, région qui elle-même est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel. Ce musée est très intéressant. Des personnes nous montrent le savoir-faire local pour la confection de tapis. Malheureusement pour nous, tous les ateliers ne sont pas en fonctionnement. Et oui, on est au mois d'octobre. Malgré ça, nous pouvons voir, grâce au musée, des magnifiques pièces datant des années 60-70, attestant de la tradition de ces savoir-faire ancestraux. Une petite route nous emmène dans un très joli canyon au nom assez compliqué. Kozamiakona.
Arkona. Bref, dans cette région a été découvert le crâne d'un enfant néandertalien âgé de 8 ans. Il a été trouvé dans une grotte et nous partons à sa recherche. Malgré notre enthousiasme, nous n'avons pas réussi à l'atteindre, mais nous avons découvert à la place 2 charmants villages fabriqués entièrement en terre rouge dans un oasis au milieu de ce désert. On s'était bien posé ici hier soir quand on est sorti des gorges. Les gorges sont ici juste derrière nous. On va reprendre la route direction Fétim, tout dans le sud du pays à la frontière de l'Afghanistan. Et cette région renferme pas mal de trésors, donc on est parti. On va voir tout ça, on va plonger dans le sud de l'Ouzbékistan. Petite visite à l'hôpital ouzbek. Bon, comme vous voyez, c'est pas les mêmes pièces que chez nous. Et Abigail, qu'est-ce qu'elle a, ma nénette? Tu veux dire aux gens qu'est-ce qu'il y a? Non, ouais. Abigail, elle a peur parce elle s'est coupée sous le pied en fait ici, en se baignant dans une rivière. Il y avait un bout de verre qui t'a coupé, c'est ça? Un bout de verre. Du coup, bah voilà, nécessaire de venir voir le médecin pour voir s'il n'y a pas besoin de recoudre, de mettre une crème ou je sais pas quoi. Donc voilà, on est dans un petit village, dans un hôpital ouzbek. Regardez ma petite sauterelle. Elle se débrouille plutôt bien. Ah bah tiens. Ça va, Abby? Il y a papa qui va la prendre sur son dos pour la visite. Ça va, t'as pas trop mal, ma puce? Non. Et moi, on me demande pas. Oh! L'Asie centrale a été un point de passage pas seulement pour la route de la soie, mais aussi pour les religions. Et dans cette région, le Surkhan-Darya, on y trouve des traditions et monuments centenaires empreints de croyances chamanistes, de zoroastrisme, de bouddhisme et d'islam. Rien que ça. Vieux de plus de 2000 ans, perdu dans le désert, au pied du fleuve de l'Amou Darya, avec comme toile de fond l'Afghanistan, le complexe bouddhiste de Fayaz Tepe se dévoile ici. Ce
qui est impressionnant, c'est que là, juste derrière, il y a les barrières qui nous séparent de l'Afghanistan. Donc on est vraiment à quelques mètres de ce pays. Qu'on aurait vraiment voulu visiter, hein, mais que, bah voilà, avec l'état actuel des choses, on ne pouvait pas. Bon, on se sera rapproché au plus près de ce pays. Ah, on peut aller ici, dedans? Bon, bah, on va rentrer par la toute petite porte. Hein. Elle fait quoi? Elle fait 50 cm de haut? C'est la Skupa, ça? C'est des trucs où les bouddhistes ils tournent autour pour faire leur prière. Et là, du coup, c'est l'ancienne Skupa bouddhiste qui est protégée ici, qui est sous une cloche un peu. Et dont le maître des lieux nous a ouvert les portes pour qu'on puisse admirer. Alors, un stupa est un monument bouddhiste qui commémore la mort de Bouddha. Les fidèles tournent autour du stupa dans le sens des aiguilles d'une montre pour manifester leur vénération. Il ne reste plus grand-chose de ce site, mis à part le labyrinthe de pièces. Toutes les découvertes archéologiques faites ici ont été transférées au musée d'histoire de Tachkent. Reste ici que notre imagination pour voir ce lieu vivant. La seule chose qui est assez dommage en fait dans ce lieu, c'est qu'il n'y a pas encore de panneau explicatif de la vie qui se passait ici, des pièces, tout ça. Alors le guide nous a expliqué un peu où se trouvaient les salles de bain, où se trouvaient les chambres, la pièce à vivre et tout ça. Mais voilà, après ça va pas plus loin, il n'y a pas assez de panneaux et tout ça. C'est vraiment dommage parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur ce lieu de vie vieux de plus de 2000 ans. À tout juste 4 km de là se trouve le mausolée d'Al-Hakim al-Termezi. Là aussi, il ne reste plus grand-chose de ce site bâti au IXe siècle et qui est composé de mausolées, d'une mosquée et d'un khanaka. Un quoi? Un khanaka. C'est un lieu destiné à abriter les spécialistes et savants religieux musulmans.
Comme je disais tout à l'heure, on est juste à la frontière de l'Afghanistan et là on peut pas être au plus près. La frontière est juste ici devant moi. On est à 10 mètres de la frontière de l'Afghanistan. Pourquoi tu dis ça? On avait peur un peu dans le sable quand même. Ouais, le sable, ça fait toujours... Ça fait toujours un peu peur, surtout de monter comme ça. Mais c'est bon. Allons visiter la forteresse de Campir Tepe. Campir Tepe était en fait une ville créée par Alexandre le Grand, bâtie au IVe siècle. Ici vivaient quelques 600 familles. La ville a été abandonnée et suite à une inondation n'a jamais repris vie. Les ruines, vieilles de plus de 2500 ans, se composent de fortifications, d'un quartier résidentiel, de faubourgs commerciaux et d'un port. Je vous laisse imaginer la vie qu'il y avait ici. Ce qui impressionne en fait quand tu viens sur des sites comme ça, c'est que c'est des forteresses qui ont été bâties à base de terre en fait. Donc déjà d'une, comment les archéologues ont pu voir que cette terre-là c'était un mur, l'autre terre, mais ils l'ont enlevé parce qu'ils ont dit que c'était pas un mur. Enfin voilà, ça reste de la terre. Je veux dire, c'est pas comme si tu trouvais des pierres qui avaient été recouvertes de terre ou de sable. Dans ce cas-là, tu dégages tout et puis tu sais que là où il y a des pierres, bah il y avait un mur quoi. Mais là, c'est de la terre dans de la terre, donc c'est voilà, à comprendre, c'est plus compliqué. Et puis deuxième chose, c'est que c'est des sites du coup qui sont gratuits ou très peu payants en tout cas. C'est voilà, au pire c'est 1 euro, 1,50 €, enfin voilà, l'entrée. Il y a, enfin là, ce site-là il est gratuit. Il n'y a aucune protection, je veux dire, tu peux marcher partout quoi. Donc si tu veux marcher sur les murs, si tu veux, je sais pas moi, faire ce que tu as envie, en fait, il y a personne, il n'y a pas de protection. Dire c'est de la terre, donc à chaque fois qu'il pleut, du coup la terre se transforme en boue, hein, ça c'est physique. Donc forcément tout se détruit petit à petit avec le temps et tu te dis c'est dommage parce que c'est des sites qui pourraient être gardés, être exploités un peu plus et tout, et tu sais que tout va partir en lambeaux en fait si rien n'est fait très vite en fait. Donc voilà, c'est un peu c'est beau et en même temps c'est un peu mélancolique, un peu pas mélancolique, mais un peu triste pour cette part d'histoire en tout cas qui existe. Mais c'est des sites impressionnants, c'est immense, c'est super grand et ouais, t'as du mal à imaginer ce qui se passait ici avant.
à l'arrivée, ça y est, à Bukhara, avec Aubin et Hélène qui sont avec nous. Et y a les loulous d'Est en Ouest qui sont dans la ville qu'on va retrouver d'ici peu. Donc on vous emmène avec nous sur ce deuxième grand carrefour de la route de la soie où il y a encore beaucoup de monuments super sympas à voir comme à Samarcande. Donc c'est parti pour la visite. C'est sans doute ici la plus belle place de la ville, l'ensemble Poy Kalon. La madrasa, le minaret et la mosquée se font face. Ces imposants bâtiments donnent tout de suite le ton pour la suite de la visite de la ville historique de Bukhara qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici c'est une madrasa pour ceux qui suivent nos vidéos, du coup vous savez ce que c'est. Pour les autres je vous l'explique un peu. Et ce qui est impressionnant c'est qu'ici elle est encore en service. Il est important de dire qu'à l'époque soviétique, cette madrasa était la seule autorisée à donner un enseignement religieux en Asie centrale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est le moment de la prière en plus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Le minaret Kalon a été construit en 1127 par le gouverneur Arlan Khan. Ce majestueux minaret haut de 48 mètres avait plusieurs fonctions. Bien évidemment appeler les fidèles à la prière, mais aussi comme tour de guet, ou bien comme phare permettant aux caravanes déambulant dans le désert de se repérer jour et nuit grâce à une bassine remplie d'huile et enflammée placée à son sommet, mais aussi comme lieu d'exécution quand il jetait dans le vide les prisonniers depuis ses 48 mètres, ce qui lui a valu le surnom de Tour de la Mort. La mosquée Kalon est la deuxième plus grande mosquée du pays après la mosquée Bibi Kanoum de Samarcande. Aujourd'hui en restauration, nous n'avons malheureusement pas pu la voir entièrement. Ça ici, avant. Ouais, mais vous bougez pas, vous faites attention. Allez, on embarque. Oh là, j'ai pas de monnaie, j'ai que du 100 000. Eh bah bravo, c'est ça d'être riche. Bon, on change de véhicule. On change de véhicule, les gars, voilà. On va prendre ce tandem, cette Rosalie, voilà, c'est ça.
La livraison de viande pour le restaurant. Livraison de mouton. Regardez. Ah, il fait comme ça. C'est quoi qui fait ça? Ah. Mais qui sont beaux ces enfants! Attendez, on prend une photo. Ouais, mais juste la petite photo quoi. C'est chaud. Chor Minor signifie 4 minarets. Il s'agit en fait de l'ancienne entrée d'une madrasa, aujourd'hui disparue. Allez go, on monte en haut. Allez, c'est parti. 6 portefeuille. C'est par là, maman. Ah bah, je sais pas. Allez. Alban, attends. Alors nous sommes avec nos guides personnels, spécialistes en Ouzbékistan, les aventures d'Elia. Ils ont déjà fait cette ville, donc on se laisse guider et ça fait du bien. C'est super joli, beaucoup plus authentique que Samarcande. On entend beaucoup parler de Samarcande et moins de Bukhara, Burhala comme ils disent ici. Et c'est vraiment très sympathique. Bon, il y a beaucoup de boutiques, mais ça rend les choses vivantes. Là, on est en pleine saison au mois d'octobre parce qu'à le vent, il fait vraiment très très chaud. Donc la haute saison ici, on y est. D'ailleurs, on peut croiser et entendre des paroles francophones, espagnoles, allemandes. Ça nous fait un peu bizarre, nous qui sommes habitués à être dans la pampa avec les locaux, mais ça nous fait bizarre aussi parce qu'on est, mêlés à tout ce tourisme. Les gens nous voient comme des touristes, ce qu'on est en réalité, mais on a quand même plus de, comment je vais dire, on connaît plus de choses de la vie locale que quand on reste 2 semaines, quand on reste 2 mois dans un pays forcément. Du coup, les bonjours, les merci, on comprend quelques mots de russe, donc c'est quand même plus sympathique pour approcher les gens. Mais c'est très beau. Contrairement à Samarcande, il y a beaucoup de choses qui se diversifient, c'est pas du tout les mêmes souvenirs, c'est pas... on voit que ça change. Donc c'est super agréable de déambuler dans cet univers qui date quand même de plus de milliers d'années. Hein. Aller sur tes épaules pour voir un vrai chameau. Tonton Aubin, il va bien vouloir. Ah oui, hein, avec grand plaisir. Oui, oui. J'ai de la force à rendre, contrairement à son père. Carpet show, please, magic carpet.
Allez, on est parti pour la dernière grande étape des grands carrefours de la route de la soie avec Riva, qui est pas mal du coup dans les circuits touristiques. Quand vous réservez un circuit touristique pour l'Ouzbékistan, en général vous allez au moins à Tachkent, Samarkand, Bukhara et Khiva. Donc Khiva c'est encore plus petit que Bukhara, donc on va voir ce que ça donne en live. Donc ici on est dans une fabrique de tapis, de têtes d'oreiller, d'écharpes, tout ça en fil de soie. Et ce qui est particulier, c'est que toutes les couleurs ici sont faites naturellement, donc à base de plantes, à base de minéral et tout ça. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à la base. Ils récupèrent donc ici les cocons des vers de soie. Donc les voici ici, les cocons qu'ils ont ramassés, comme vous voyez à l'intérieur. C'est vraiment tout petit après les cocons. C'est assez dur et tout, bref. Ils les prennent, ils les étirent et puis ils font du fil. Avec, ils font des fils de soie. Donc ici, c'est du fil qui est non lavé. Donc, clairement, qui est un peu rugueux, etc. Ça fait un peu comme les cheveux de Barbie. Hein, et ici, c'est le fil qui a été lavé. Il est beaucoup plus doux. Et vous voyez, ça fait vraiment des petits filaments, en fait. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Et avec ça, du coup, après, ils font la teinture donc à base de différentes choses, à base de plantes, à base de minéraux. Enfin voilà, ici il y a toute une gamme de couleurs différentes qui provient uniquement de la nature. Donc ici pour faire le noir, admettons, voilà, je pense que c'est du soufre. Ils appellent ça zoc. Je vais regarder sur internet. Voilà, pour faire l'indigo, c'est une pierre minérale aussi. Après ici par exemple pour faire ce jaune ici, ce jaune un peu poussin, c'est des pommes grenades qu'ils utilisent. Voilà, comme ça partout. Ici c'est route, c'est pour faire du orange roux. Ils utilisent du bois rouge. Voilà, et comme ça pour tout. Et puis avec ça, ils font tous ces tapis, tous ces têtes de coussins. Je vais vous montrer tout de suite la fabrication qui se cache juste derrière ces portes, dans toutes ces petites pièces ici. Fabrication de tapis, d'oreillers. Non. Mais après, je ressors. Et dans toutes les petites cabanes ici, chacun fait son petit truc. On va aller voir ici. C'est vraiment madame qui est assise sur son truc tout en hauteur. Cette dame comme elle est sur des briques et tout.
Bon bah ici on déambule dans les rues de Riva. C'est magnifique, vraiment on est surprise à chaque coin de rue. On en prend plein les yeux, il y a plein de fabricants de tapis, mais vraiment à l'ancienne, hein, ils mettent 1 an à faire un tapis pour une personne. Donc c'est quelque chose d'assez... là c'est atypique complet, il n'y a pas trop de tourisme. C'est vraiment chouette, on passe une belle après-midi. Il faut dire que c'est à l'écart du pays aussi. Enfin, je veux dire, si tu veux venir à Khiva, il faut vraiment venir dans le sud du pays, tu vois. C'est pas comme Bukhara où c'est encore assez près de Samarcande. Là, faut vraiment venir jusqu'ici. Là, il y a de la route. Donc en général, c'est quand même dans les circuits touristiques, mais voilà quoi. Ils viennent en bus, mais il y a très peu de voyageurs comme nous qui viennent ici parce que c'est quand même éloigné de tout. Mais ça vaut le détour. Les enfants se sont fait un petit copain. Du coup, c'est Jacob et il a 8 ans. Sa maman est ouzbek et son papa est français. Et il vit en Ouzbékistan maintenant. Alban fait son grand avec son copain. C'est ça, et Alban fait son grand. Il faut pas tous élever nous, ok? Bon et bien voilà, c'est fini. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo en espérant que ça vous ait plu. Oui, on espère que ça vous a plu, cette région assez reculée. C'est vrai qu'on aurait voulu passer un peu plus de temps là-bas, mais voilà, le temps joue contre nous aussi. On n'a plus que 30 jours, hein, on n'a que 30 jours à faire en Ouzbékistan. Donc voilà, le temps file et on a d'autres étapes importantes qu'on voulait faire. Donc on a décidé de continuer. Et on a découvert ces deux magnifiques villes et Khiva, c'est pas fini. On vous dévoilera une autre partie de Khiva dans une prochaine vidéo. J'ai pas pu tout vous mettre dans celle-là et puis là on y est encore. Je sais pas si vous voyez, on là, vous parle de Khiva. On vous parle de Khiva. Du coup aujourd'hui on a refait des visites, mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo.
Ouais, ça a été vraiment une super semaine. On a essayé de vous montrer tout ce qu'on a vu. Franchement, je vous cache pas qu'à la frontière afghane, moi j'avais envie d'aller de l'autre côté. Ces pertes de vue de dunes de sable. Ouais, et puis l'Afghanistan, à la base, on voulait y aller. C'est le moment qui fait que c'était pas le bon moment. Que c'est pas possible, mais on aura été au plus proche en tout cas. Maintenant, petite nouvelle de nos visas, comme on devait vous dire. Les petites nouvelles sont qu'on n'a pas de nouvelles. On a eu un mail. On n'a pas de nouvelles, si on en a eu. On en a eu, mais voilà, c'est encore à l'ambassade russe. Et l'agence nous a bien dit que je vous avais dit que je les aurais le 17. Ce sera le 17 au plus tard. Et nous sommes aujourd'hui le 14. Voilà, donc on attend très vite des nouvelles. J'espère qu'on va en avoir très vite en tout cas. Ouais. Mais on vous retiendra au courant dans la prochaine vidéo. On va croiser les doigts parce que là, ça commence à urger sévère. Ouais. En attendant, prenez soin de vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. C'est ça, et on vous embrasse très fort. On vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous.